Bonjour tout le monde et bienvenue pour le bilan lecture du mois de juin. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que j'ai vu qu'on a atteint et dépassé les 300 abonnés. Je n'y croyais pas. Enfin, en commençant cette chaîne il y a 2 ans auparavant, j'aurais pas imaginé atteindre 300 abonnés. C'est quand même 300 personnes qui se sont abonnées et je trouve ça dingue parce que je sais que, bon, je poste pas souvent. Je fais pas des jolis montages ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est très simple, très brut, même j'ai envie de dire, même dans ma façon de parler. Je suis cash. Et donc, bon, je sais que c'est pas forcément ce qui marche le plus. Je sais que, pareil, le type de contenu que je fais, clairement, c'est pas ce qui va attirer des vues de manière générale. Mais enfin, c'est vrai que je m'en fiche, mais je me dis, bah, je veux rester moi-même naturelle et voilà, faire vraiment du contenu authentique. Et de voir que, bah, malgré ça, malgré au final ce qui pourrait être considéré comme des défauts, j'arrive à avoir autant de monde parce que pour moi, c'est beaucoup, vraiment. Je suis trop contente et donc merci de me suivre et d'être là. Deuxième point, ça va être très bref. C'est le bordel derrière moi. Il y a des cartons parce que je vais déménager. Voilà, mais j'en reparlerai en fin de vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder et en toute honnêteté, le mois de juin est un peu particulier parce que j'ai majoritairement lu des romans graphiques. Vous allez voir, il y a très peu de romans, donc si les romans graphiques ça vous intéresse pas, bah en fait je vous conseille d'aller directement à la fin de la vidéo parce que là, il n'y a pas grand chose qui va vous intéresser malheureusement. Mais pourquoi j'ai lu principalement des romans graphiques ce mois-ci? Parce que j'avais des lectures romans dont je vais parler qui étaient en gros obligatoires on va dire, plus ou moins, mais qui clairement n'étaient pas un très grand plaisir et entre le stress de ma mutation, plus la recherche de logement, tout l'administratif, enfin bref, et ces lectures-là, en fait, je commençais à ne plus avoir envie de lire. Je commençais vraiment à tout mettre dans une panne de lecture et je me suis dit, pour un peu sortir de ça et aussi pour un peu, je sais pas, relâcher la pression parce que bizarrement lire me tendait, me stressait, alors que d'habitude ça me fait pas cet effet-là. Je me suis dit, je vais essayer de lire des romans graphiques. Peut-être que ça va un peu m'aider et bah ça m'a pas mal aidé au final parce que j'en ai lu beaucoup en vrai. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer avec le tout premier que je n'ai plus parce que bon, je m'en suis déjà débarrassée on va dire. J'ai lu Squad, j'ai oublié le nom des écrivaines et des dessinatrices, donc ce sera sur l'image que je mettrai sur le coin. Mais donc en fait il s'agissait d'un service de presse via Babelio, c'était une masse critique privilégiée que j'avais accepté parce que en toute honnêteté quand j'ai lu le résumé je me suis dit pourquoi pas. Et le résumé, grosso modo, c'est que on a une jeune adolescente qui arrive dans un nouveau lycée. Donc elle va très vite être approchée par un trio de filles très populaires, très jolies dans le lycée. Et elle va finir par donc rejoindre ce groupe-là, faire vraiment partie véritablement du groupe. Sauf que, en fait, très vite, elle va se rendre compte que ces filles-là cachent des choses. Et en fait, c'est que ce sont des loups-garous. Et en fait... il y a plein d'autres histoires qui découlent de tout ça, mais je vais pas forcément rentrer plus dans les détails, mais en gros c'est un peu une histoire, on pourrait dire un peu la Riverdale, Teen Wolf, ce genre de choses. C'est vraiment une lecture d'ailleurs axée pour les ados à la base. Et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être un truc pas trop prise de tête, en fait, très léger, et puis ça va peut-être me rappeler un peu mon adolescence, quoi. Donc je me suis dit, allez, j'accepte, je lis. Et en fait, et c'est ça qui fait que bah, c'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait, parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimé et d'autres que j'ai pas du tout aimé. Mais l'histoire, je ne l'ai pas aimée à cause du fait que le résumé est un mensonge. Je m'explique. Pour moi, le résumé est pas sincère, il est même trompeur parce que il n'aborde pas des thèmes cruciaux dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, au-delà d'être d'aborder le thème de la popularité au lycée, de tout ce qu'on serait capable et prêt à faire pour être populaire, ça aborde pour moi des messages politiques très importants et qui sont tout le temps en fait mentionnés dans l'œuvre en fait. Donc on ne peut pas ne pas en parler dans le résumé parce que sinon c'est un peu cacher au lecteur de quoi traite réellement l'histoire. Et le message donc qui n'est pas mentionné dans le résumé, c'est que on est sur une œuvre très féministe, vraiment, et qui est donc un message à porter justement sur la société, les hommes, leur traitement des femmes, la relation entre l'homme et la femme. Et donc le fait que ça n'a pas été mentionné m'a dérangée parce que
Du coup, j'ai pas du tout lu la même histoire que ce pourquoi j'étais venue à la base. Et en plus de ça, j'ai pas aimé la façon dont le message était amené parce que c'était le fameux slogan un peu pas tous les hommes, mais en fait si quoi. Et donc ça, j'ai pas aimé parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos si vous me suivez, je n'ai rien contre le féminisme, mais moi, je suis pour l'égalité de tout le monde. Et en fait, ce que je n'aime pas dans certaines branches du féminisme, c'est un peu le femme contre homme. En fait, pour moi, on n'a pas à être en guerre. Les deux genres n'ont pas à être en guerre, en fait. Enfin bref. Et donc, ce truc vraiment moralisateur à souhait. Et en plus de ça, il y a des choses que j'ai trouvées un peu qui étaient à revoir parce qu'au final, ce que faisaient les personnages féminins n'était pas forcément mieux que ce qu'elle reprochait aux hommes, mais bref, passons. Ça m'a dérangé en fait. Ça m'a trop dérangé, donc j'ai pas pu apprécier l'histoire à cause de ça, malheureusement. Surtout qu'en plus de ça, les écrivaines clairement veulent aussi parler du consentement, par exemple, qui est une question assez récurrente, puisque certaines filles dans l'histoire ont subi des agressions, ce genre de choses. Sauf que en fait, c'est énormément, enfin vraiment, on balaye ça d'un revers de la main, on l'aborde à peine quoi. C'est ah oui, les filles sont pas consentantes, et puis vite on passe à autre chose. Enfin, je sais pas, je me suis dit pour une œuvre féministe engagée, je trouve ça très dommage de ne pas avoir plus en détail abordé l'idée de consentement, surtout que cette histoire-là vise un public d'adolescents. Donc c'est dommage. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ça qui m'a frustrée en fait, parce que je dis c'est tellement dommage parce que il y avait quand même un certain potentiel et avec les dessins encore plus, c'est que j'ai adoré le style graphique, vraiment les dessins, les couleurs, la palette, tout, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super beau. Si j'arrive à trouver sur internet des images libres de droit, tout ça, de cette œuvre, je vous les mettrai sur les côtés, mais ça, j'avais adoré. Et donc, ça m'a encore plus saoulée parce que j'étais en admiration devant les dessins, en fait. Mais le texte, c'est ça qui m'énervait et qui me saoulait. Donc, c'est vraiment dommage. On passe au roman graphique suivant que j'ai lu. J'ai lu celui-ci, donc Sheets, écrit par Brenna Tumler. Donc là, c'est un VO pour le coup. C'était un roman graphique d'Ocas que j'avais acheté il y a un moment. C'est un premier tome d'une trilogie, c'est à savoir. Et au niveau de l'histoire, on suit une jeune adolescente qui vit avec son père et son frère. Sa mère est décédée malheureusement. Et d'ailleurs, suite au décès de sa mère, son père se laisse complètement aller, il ne gère plus rien, notamment la laverie située en gros au rez-de-chaussée de la maison familiale. Et donc c'est elle en fait qui gère tout, toute seule. Sauf que ça devient très difficile financièrement parce que déjà elle gère tout toute seule, la pauvre. Et puis surtout en fait il y a un adulte, un monsieur qui essaye en fait de ruiner le business familial parce qu'en fait lui tout ce qu'il veut c'est racheter la maison avec la laverie pour le transformer en grand hôtel, limite de luxe, parce qu'en fait, l'emplacement est idéal. Cette maison avec cette laverie se situe juste en face d'un lac. Et donc, pour faire quelque chose justement en lien avec le tourisme de type Airbnb ou un hôtel, c'est juste idéal. Donc, ce monsieur-là essaye vraiment de leur faire faillite en fait. Il met vraiment des bâtons dans les roues. Sauf que cette pauvre petite fille, donc elle a un père qui est complètement absent émotionnellement, qui vraiment n'est pas du tout là pour ses enfants. Elle se tue à la tâche à essayer de gérer à la fois l'école et la laverie. Et en plus de ça, à l'école, elle a pas d'amis. Les gens même se moquent d'elle. Vraiment une vie très 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 difficile, très lourde et tout va changer quand elle va se retrouver sur le chemin de ce petit fantôme en gros. Parce que là on est un peu sur clairement du fantastique, on a des fantômes parce qu'en fait dans l'histoire quand on meurt on intègre en gros un autre monde, le monde on va dire des morts et en fait c'est les fameux fantômes quoi. Bref, mais j'en dis pas plus pour pas plus spoiler. Mais donc j'ai lu ce bouquin là et j'ai beaucoup aimé. Déjà, le style est assez atypique, je trouve, au niveau des visages. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est les couleurs pastel que je trouve super belles dans le bouquin. Vraiment, c'est magnifique et j'aime beaucoup en fait comment est représentée la nature quand on a parfois des plans sur l'extérieur. Je trouve ça très, 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 très beau. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la fameuse laverie avec la maison et en fait, il y a le lac juste derrière.
Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est une histoire très touchante, très émouvante et qui, je trouve, bah, justement pour des adolescents, fait passer un plutôt beau message et en même temps, je le trouve assez déprimant quand même parce que je me dis pour un ado c'est quand même dur de lire ce genre d'histoire quand même, surtout si c'est par exemple un adolescent qui vit un peu la même situation de harcèlement ou d'isolement. Je me dis c'est pas forcément très encourageant même si bon c'est pas forcément un spoiler parce que vous en doutez bien avec ce genre d'histoire mais la fin est plutôt positive et heureusement mais le truc, c'est que bon, c'est positif grâce à un aspect extérieur fantastique. Malheureusement, dans la vraie vie, il n'y a pas des fantômes qui viennent nous aider. Mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a des passages qui pourraient être très intéressants à récupérer pour exploiter avec des élèves, par exemple. Mais même, j'ai beaucoup aimé parce que le karma existe dans cette histoire. J'aime et je crois au karma. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis, je suis curieuse de voir la suite parce que bah, j'ai quand même envie de voir justement cette petite Marjorie, donc la petite blonde que je vous ai montrée juste avant. D'ailleurs, ça, c'est le fameux monsieur qui veut leur faire faillite et racheter leur entreprise, enfin leur business. Mais donc, j'ai envie de voir ce qu'elle va devenir après cette Marjorie. Est-ce que justement, elle va enfin réussir, par exemple, à se faire des amis, à sociabiliser avec les autres? En fait, j'ai vraiment envie de voir comment, en tant que personne humaine, en tant qu'individu, comment elle va grandir, évoluer dans la société. Donc c'est pour ça que je pense que je vais acheter les 2 autres tomes et les lire pour voir. Ensuite j'ai lu, alors là on est plutôt sur un webtoon, donc c'est plus ou moins comme une bande dessinée. Oui c'est ça en fait, c'est une bande dessinée mais en ligne, postée en ligne. Et donc j'ai lu Itaewon Class, j'ai le tome 1 et 2 en physique que j'avais gagné dans un concours il y a maintenant 1 an, donc je me suis dit c'est peut-être temps de les lire, on continue sur lancer des romans graphiques, tout ça. Et après, je voulais vraiment lire la suite et avoir la fin, sauf que il y a pas tout qui est encore sorti en français, et donc je me suis dit bon, tant pis, je vais faire ce qui est pas très bien. Je vais lire les scans, donc j'ai lu les scans sur internet et j'ai du coup tout lu, toute l'intégrale. Et pour donc vous faire un résumé de l'histoire, sachant que comme c'est des noms coréens, je ne me rappelle plus forcément des prénoms des personnages. Donc nous avons Park Sae-roi, qui est un jeune adolescent, enfin lycéen, qui déménage avec son père pour justement des raisons professionnelles pour le travail de son papa. Et donc ils vont se retrouver dans la campagne. Ils passent de Séoul à la campagne. Et donc il arrive dans sa nouvelle école et en fait ça va très très vite mal se passer parce que dans sa classe il y a un garçon qui justement harcèle tout le monde, est un énorme tyran parce que c'est justement le fils du chef d'entreprise de son père qui est une énorme entreprise. Et donc forcément le fils est un enfant roi, un enfant pourri gâté et en fait il se croit tout permis. Sauf que Park Sae-roi, qui est juste ici, est un garçon qui a des valeurs très très fortes en lui. Et il peut pas se retenir en fait, même si on lui dit non mais t'en mêles pas sinon tu vas avoir de gros ennuis, il s'en mêle et donc quand le fameux harceleur s'en prend à l'un de ses camarades, Park Sae-roi intervient, sauf que les conséquences sont dramatiques. Il se fait virer de son école et son père est par la suite lui-même viré de l'entreprise. Mais ça s'arrête pas là, malheureusement, il va y avoir un événement extrêmement dramatique qui va pousser justement ce jeune homme à mettre en place un plan sur des décennies pour prendre sa revanche. Je n'en dis pas plus. Vous vous doutez que ça a forcément un lien avec cette fameuse entreprise, ce garçon, tout ça. Mais voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon c'est vraiment entré dans du spoil, je trouve. J'ai bien aimé l'histoire. Alors c'est coréen, c'est particulier, hein, mais moi j'aime bien parce qu'avant je regardais par exemple, il faudrait peut-être que je m'y remette, mais des dramas coréens, j'aimais beaucoup. C'est un style différent, c'est très parfois très perché, hein, très humoristique. Alors parfois c'est dramatique ce qui se passe en même temps. Mais enfin je sais pas, moi j'aime beaucoup en fait, vraiment. Et là encore, parfois on a des interactions entre les personnages ou des personnalités justement de personnages qui sont complètement farfelus, voire tarés hein, pour certains. Mais je sais pas, j'ai quand même bien aimé, j'étais curieuse, donc je suis allée jusqu'à la fin. La fin m'a plutôt plu, j'étais satisfaite. Après, c'est une histoire, je pense que je vais quand même vite oublier. Mais aussi peut-être que je vais vite oublier parce que les dessins, et je vais vous les montrer, ne m'ont
Enfin, j'étais pas très fan en fait du style pour le coup des planches, mais je vais vous montrer. Je vous montre le style. Après, je me suis habituée, hein, mais puis aussi le fait, je pense, d'avoir lu les scans sur mon téléphone, c'est pas idéal. Donc après, ça aide encore plus pour vite oublier comme j'ai lu sur un écran, mais voilà, c'est un style un peu particulier, les dessins. Bon. Puis les personnages avec la peau aussi blanche, ça me perturbe un peu. Mais quoi qu'il en soit, ça se lit. Et puis ce que j'aime bien, mais c'est souvent ça avec les histoires coréennes, c'est qu'il y a des rebondissements à chaque fois très particuliers auxquels on ne s'attendait pas. Et donc c'est ça que j'aime bien aussi parce que à chaque fois, on est très surpris. Et quand on pensait ne plus pouvoir être surpris, on l'est encore. Donc bref. C'est pour ça que j'ai bien aimé, c'était très agréable, ça se lisait très vite en vrai, ça faisait passer le temps. Donc pour une petite lecture comme ça, pour passer le temps, c'est très très bien. Maintenant, et c'est fini, on passe au roman, mais vous allez voir, c'était pas grandiose. On commence avec le service de presse que j'ai lu, Les secrets de la Bible au Moyen-Âge, écrit par Xavier Laurent Salvador et publié aux éditions Serre. Alors, en fait, il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai pas trop aimées. Je vais vous lire le résumé et après je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas trop aimé. On va faire comme ça. Comment le Moyen-Âge lisait-il la Bible? Qui avait accès à ce texte fondamental? Au XIIIe siècle, la réponse est claire. Seul le latin a droit de citer. Pourtant, un élan novateur va changer la donne. Alors que la crainte de l'hérésie et des dissidences pousse les autorités à proscrire les versions françaises des Écritures, un simple prêtre, Guillard, je sais pas comment je vais le prononcer, bon, je vais dire Guillard des Moulins, se lance dans une entreprise audacieuse, offrir au peuple une Bible dans sa propre langue. Véritable encyclopédie des savoirs antiques, enrichie de commentaires novateurs et d'illustrations savoureuses, sa Bible historiale rencontre un succès fulgurant dans toute l'Europe médiévale. J'ai pas trop aimé. Pourquoi? Je vais faire très bref de toute façon pour parler de cette œuvre. C'est que plus de la moitié, ou non, allez, on va dire la moitié. C'est des anecdotes sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc toute cette partie-là, j'ai complètement décroché parce que je n'ai jamais lu la Bible en soi. Je veux dire, j'ai déjà vu des extraits, mais j'ai jamais lu la Bible en entier. Je connais quelques faits historiques et puis quelques événements ou passages clés de la Bible, mais ça s'arrête là. Et donc, je ne comprenais pas forcément ce qu'il racontait dans le sens où il y avait tellement de références à des éléments historiques, à des lieux de l'époque, et puis le vocabulaire aussi de l'époque, que c'était trop pour moi. Mon cerveau pouvait pas assimiler toutes ces informations-là différentes, c'était trop. Et surtout, à ce moment-là, j'arrivais plus trop à voir quel était le lien avec le but de ce roman-là à la base, quoi, de cet ouvrage. Parce que je dis, bah là, il explique des éléments de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ok, mais enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas la même chose, ça aurait dû être à la limite dans une autre œuvre, mais peut-être que c'est moi qui me méprends totalement, hein. Par contre, j'avais bien aimé le début quand même parce que justement ça m'a permis de voir les différents textes qu'il y a eu en fait. Donc le fait qu'il y ait eu la Vulgate, ensuite justement la Glossa Ordinaria, qu'il y a eu ensuite donc la Bible historiale et ainsi de suite. En fait, toutes ces différentes versions-là des textes religieux, enfin ça m'a intéressé. Et aussi, par exemple, tout l'aspect justement au niveau des langues, c'est-à-dire qu'à la base, il y avait le latin, que c'était considéré comme une langue sacrée, et puis surtout la langue vraiment des intellects, et qu'à contrario, le français, c'était considéré un peu comme la langue des pauvres, et puis que c'était pas du tout une langue d'intellectuels, justement, et donc la réticence à traduire la Bible en français, mais en même temps la volonté de rendre la Bible accessible à tout le monde pour différentes raisons politiques. Aussi le passage donc de la Bible en vers puis en prose. Pourquoi la prose? Comment progressivement la prose s'est installée? Tout ça j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses et de manière générale, au-delà de la Bible, ça a apporté aussi plein d'éléments sur la littérature à l'époque du Moyen-Âge. Donc ça m'a beaucoup intéressée, j'ai appris plein de choses, mais en fait, au final, ce que je trouve très intéressant et facile à comprendre, au final, en termes de représentation sur le bouquin, bah, je trouve que ça représente pas
un grand pourcentage, quoi. Vraiment, c'est toute la partie des anecdotes. Après, j'ai complètement décroché. Et on termine avec le dernier bouquin. Je vais faire très bref, parce que ça, c'est le fameux bouquin pour la grecque, si vous me suivez. Donc, j'ai lu les contes de Nathaniel Hawthorne. Donc, il y en avait 23, ce qui est quand même pas mal. Et là, je suis en train de lire tout le reste, c'est-à-dire les critiques qui ont été écrites, les lettres qu'Hawthorne a envoyées, les préfaces, etc. Enfin voilà, là c'est plus du plus. Et j'ai très hâte de finir pour passer à autre chose parce que ça fait 2 mois que je suis là-dessus. Donc il est temps de se séparer, de se dire au revoir une bonne fois pour toutes. Mais pour vous expliquer pourquoi j'ai pris autant de temps, bon déjà hein, le boulot, tout ça, tous les trucs à côté qui font que bon, j'ai pas forcément eu le temps de lire énormément, et puis que je me faisais quand même plaisir en lisant d'autres choses à côté pour moi, hein, parce que sinon je me tire une balle dans la tête. Mais voilà, c'est écrit en minuscule le truc, donc une page se lit en 2 minutes limite, j'ai envie de vous dire. Surtout que c'est de l'anglais parfois ancien, enfin bref. Mais il y a quand même des nouvelles que j'ai beaucoup aimées et on va dire que ça valait quand même le coup de lire ces contes-là, peu importe que je passe la grecque ou pas au final. Parce que ça reste quand même du classique et que ça permet en même temps de mieux comprendre l'époque de l'auteur justement qui était très tiraillé entre son héritage familial et ses convictions, on va dire, puisqu'il descend d'une famille puritaine qu'il méprise. Et justement, j'ai l'impression qu'il porte un peu ce fardeau-là d'avoir justement ses ancêtres qui ont commis parfois des crimes, hein, puisqu'il y a eu par exemple la chasse aux sorcières à Salem, où les membres de sa famille ont participé. On dirait qu'il essaie un peu comme d'avoir sa propre rédemption, même si c'est quelque chose qu'il n'a pas fait, comme ça vient de ses ancêtres qui portent ce même sang, il essaye un peu justement voilà, de laver leurs propres péchés, indirectement on va dire. Mais donc voilà, il critique énormément le système des puritains de l'époque, leur mentalité, leur façon d'agir, ce qui s'est passé factuellement, puisque certaines nouvelles reprennent des histoires vraies. Donc ça, c'est très intéressant pour l'aspect historique. Dans justement la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, comment les gens s'organisent, quel est le fonctionnement là-bas. Il y a aussi dans certaines nouvelles, par exemple, la révolte, quand justement donc le nouveau peuple américain veut se défaire du Royaume-Uni, justement ne plus dépendre de la couronne, etc. Mais pas que, il y a aussi des éléments sur la religion de manière générale aussi, vraiment cette histoire justement de fardeau, de péché, et de comment justement ça nous fait pourrir de l'intérieur le poids des fardeaux. Il y a aussi pas mal de nouvelles un peu presque de science-fiction, puisqu'il y a aussi la volonté et la recherche justement de la perfection. Il y a aussi parfois un peu la vision qu'il a des femmes quand même, et assez bon, sexiste quand même. Et aussi des pauvres natifs américains qui n'ont rien demandé et qui clairement on sent, c'est la vision de l'époque, ils les considèrent comme des sauvages. Et je me demande s'ils considèrent réellement comme des êtres humains. Enfin, je vais pas plus en parler en détail parce que je pense que ça intéresse pas tant que ça en réalité. Mais disons que voilà, j'ai plutôt bien aimé. Après, il y a des nouvelles que j'ai clairement pas du tout aimées ou que j'ai pas du tout accroché, que je pense que j'ai déjà commencé à oublier. Donc on va s'arrêter là. Et là, je vais juste vous parler très rapidement de mon déménagement pour l'impact que ça va avoir sur la chaîne. Je vais déménager vers fin juillet. Ce qui veut dire que probablement que déjà niveau lecture du mois de juillet, il y aura pas beaucoup de trucs, il y aura pas grand chose. Et surtout que pour filmer mes vidéos, je vais peut-être devoir faire ça en décalé. Donc peut-être que ma prochaine vidéo ne va sortir que vers mi-août, voire fin août. Donc selon en fait comment j'arrive à m'en sortir au niveau du déménagement et aussi et surtout combien de bouquins je vais pouvoir lire, il est possible que je ne fasse qu'un bilan lecture en fait pour juillet et août réunis, donc toute fin août voire début septembre. Donc autant pour les bilans lecture, il n'y en aura pas avant un bon moment. En ce qui concerne les book hauls, pareil, je vais pas en faire pour le moment. Pour juin, j'ai 3 nouveaux bouquins, mais faire une vidéo juste pour 3 bouquins, je vois pas trop l'intérêt. Juillet, août, il y en aura peut-être 1 ou 2 en plus qui vont arriver, mais normalement, je vais pas faire d'achat, il y a rien qui est prévu et j'ai absolument pas envie d'acheter de bouquins, je vous avoue. Donc pareil, je pense que je vais probablement combiner le book haul peut-être septembre ou octobre pour vous montrer tout ce que j'ai accumulé sur les derniers mois. Il y aura probablement pas trop de vidéos, voire pas du tout pour les semaines à venir, mais c'est pas que je disparais, c'est juste que j'ai pas le temps et ou que j'ai pas vraiment trop de contenu à partager.
En revanche, il y a quelque chose que je vais probablement faire, en tout cas j'ai envie de le faire parce que moi-même j'ai hâte de ça, c'est que je vais peut-être vous proposer une vidéo pour le coup, donc courant août, après le déménagement, de ma nouvelle bibliothèque. Parce que comme je change de logement, je vais enfin pouvoir avoir un vrai coin bibliothèque. Parce que si là je vous montrais l'état actuel de ma bibliothèque, vous seriez en mode c'est quoi cette chose? Parce que pour vous faire un peu vous y visualiser, j'ai une toute petite étagère avec 4-5 planches, mais la largeur elle doit faire 70 ou 80 cm max. Elle est toute bancale. Enfin en fait c'est une vieille étagère pourrie du proprio dans l'appart que je loue. Voilà. Et donc dessus, j'ai pas mal de bouquins mis, mais en même temps ça ressemble à rien parce qu'elle est minuscule, donc même en termes de déco, tout ça, et puis la gueule qu'elle a, elle est juste moche, vraiment moche, les barres sont en métal vert, caca, franchement, couleur caca, enfin bref, c'est moche, très très moche. Sauf que j'ai beaucoup de bouquins en plus, donc je peux même pas tout faire entrer sur l'étagère, ce qui fait que sur 2 dessertes, j'ai des bouquins, mais pareil, ça ne ressemble à rien parce qu'en fait, c'est rempli à ras-bord. Il y a des bouquins par-dessus en pips. Et en plus de ça, sur mon bureau et mes petits rangements, j'ai des piles de bouquins qui traînent parce que j'ai pas de place. Donc là, je vais enfin avoir une vraie bibliothèque où je vais bien pouvoir tout ranger, faire tout beau. Et donc, j'ai trop hâte. Et donc, je pense que ça, je vous montrerai. À voir, est-ce que je vous montre juste le résultat final ou est-ce que je vous montre carrément le rangement en cours, comment je fais, etc. Peut-être à voir, mais en tout cas, je pense que je vous ferai ce qu'on appelle du coup les bookshelf tours. Je crois que c'est comme ça dans le terme anglais. Enfin voilà, le tour de ma bibliothèque. Normalement, les autres vidéos, c'est vraiment mon souhait. Je pourrais enfin me filmer devant ma bibliothèque, devant mes bouquins, parce que là, à chaque fois, mes vidéos, je suis devant un mur blanc à moitié pété, c'est pas fou. Donc, on va s'arrêter là, j'ai fini mon blabla vie perso, donc on se retrouve d'ici plusieurs semaines, j'espère assez vite, mais en tout cas, voilà, on va pas se voir pendant quelques petits temps. Je vous souhaite de belles vacances d'été pour ceux qui auront des vacances pendant les mois de juillet et août. N'hésitez pas du coup à réagir par rapport aux lectures que j'ai présentées, à me dire ce que vous avez lu. On se retrouve très bientôt, en attendant, portez-vous bien, ciao!